C'était une rencontre très attendue, une rencontre qui devrait justement aboutir à la signature d'un accord de paix pour stabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, la rencontre n'a pas eu lieu. Mesdames, Messieurs, nous parlons bien entendu de cette tripartite RDC, Angola et Rwanda prévue pour le 15 décembre. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre programme politique, Six Politique chez vous. Vous avez compris, nous allons parler de cette grande actualité. Le président Tshisekedi qui s'est présenté comme prévu à Luanda pour prendre part à la tripartite avec le Rwanda et l'Angola. Malheureusement, le président rwandais Paul Kagame ne s'est pas présenté déjà en toile de fond lors de préparatifs de cette rencontre. La partie rwandaise a exigé à la République démocratique du Congo de pouvoir négocier avec le rebelle du M23, une proposition rejetée en bloc par le gouvernement congolais, raison justement de la non-tenue entre autres de cette réunion très importante qui devrait vraiment aboutir à la signature d'un accord de paix. Quelles leçons tirer après l'annulation de cette tripartite? Quelle image donner? Est-ce que cela confirme justement cette thèse que la République démocratique du Congo a toujours prônée, cette thèse selon laquelle le Rwanda, c'est justement le pays agresseur du Congo, Kinshasa? Quelles doivent être les actions à mener juste après par le gouvernement congolais? Doit-on passer à la force et laisser la voie diplomatique de côté? Nous allons réfléchir ensemble avec notre invité sur cette question et bien entendu, parce qu'elle est toujours à la une, cette adresse du chef de l'État, nous allons aussi mettre quelques mots là-dessus. Sur ce plateau avec moi, Monsieur Louboya Mathieu, il est président national du parti politique Conscience Nationale, parti politique membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bienvenue sur le plateau de Six Politique. Merci Madame Naomi de l'invitation. Alors c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et comme j'étais en train de le dire tantôt, une thématique aussi importante, cette tripartite qui était très attendue. D'abord, avant d'aller plus loin dans les débats, déjà la première question, comment vous commentez, comment vous analysez l'annulation de cette tripartite? Personnellement, nous, de la Conscience Nationale, nous savions naturellement que cet accord n'allait pas avoir lieu. Pour la bonne et simple raison que toute le preuve dans le déroulement de comment trouver la solution à la crise, on s'est toujours rendu compte que Paul Kagame, le criminel Paul Kagame, a toujours joué le jeu de ne pas jouer franc jeu. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, il mène une démarche allant dans le sens d'instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les démarches menées, nous avons par exemple le fait que le président Tshisekedi avait, avec le Rwanda, mis en place la possibilité d'organiser un joint venture, c'est-à-dire dans les cadres de ce que nous connaissons comme richesses qui sont à l'est du pays, mettre en place une politique qui permette à ce qu'il y ait traçabilité de ressources à l'est du pays, mais qu'en même temps, que chacun de pays gagne. Nous, dans la politique extractive, et le Rwanda à travers une société qui devait travailler pour le raffinage. Vous savez que ce projet n'a pas abouti, justement parce que le président rwandais ne veut pas passer par des chemins qui sont des chemins transparents. Nous avons mis en place encore avec le président Tshisekedi une possibilité d'éviter ce qu'on appelle la double imposition. Cela n'a pas aussi marché. Avant l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, il y avait déjà un accord militaire entre le Rwanda et la RDC pour traquer le rebelle du M23 et le rebelle de FDLR. Mais tout cela n'a pas toujours avancé parce que justement le belliqué, le criminel Paul Kagame veut organiser le vol et le pillage. Donc il y avait de nos ressources. L'hypocrisie de le départ déjà. Absolument. Donc je pense que le chef de l'État en prenant l'option de se déplacer pour l'Angola, c'est de manière stratégique pour moi que cela a été fait justement pour mettre à nu
la mauvaise foi du belliquet du criminel Paul Kagame dans le cadre de la quête de la paix dans la partie est du pays. Alors, je vais vous revenir tantôt. J'aimerais que nous puissions quand même prendre cet élément parce que juste après l'annulation de cette tripartite, le gouvernement congolais, par les biais de son porte-parole, a organisé un briefing presse justement pour faire la restitution de tout ce qui était comme contour par rapport à cette annulation. Un briefing presse qui a été animé conjointement avec la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Je vous invite, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, à suivre cette allocution de la ministre d'État aux Affaires étrangères. On va revenir juste après pour commenter. La question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Il s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue rwandais, ensemble avec le facilitateur. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers... Alors, Messieurs Doumbouya, nous venons de suivre tout à l'heure là la ministre des Affaires étrangères qui a repris même les motivations qui auraient poussé justement le Rwanda à ne pas venir participer à cette tripartite. Le Rwanda qui demande un dialogue direct entre la RDC et le M23. Comment vous commentez cette hypothèse? Bien avant cette sortie du Rwanda, comme dernière tactique pour éviter la signature de l'accord, il y a eu M. Corneille Nangaa qui se prononçait que tout ce qui va se faire là-bas se fera sans lui. Et directement, nous avons trouvé la position du Rwanda qui change directement. C'est une preuve évidente que les supplétifs du M23 sont soutenus par le Rwanda. Vous savez, lorsqu'on nous parle de cette question, les gens oublient très souvent qu'il y a eu des communiqués, et même ce qu'on appelle des rapports documentés de l'ONU qui pointent du doigt le Rwanda. Ce n'est pas nous qui disons simplement que ce sont les Rwandais qui nous attaquent. Il y a des rapports documentés, des preuves alléchantes qui prouvent à suffisance que le Rwanda est derrière ce qui se passe. Et ce qui vient d'arriver est une preuve éloquente que le Rwanda a toujours été dans une optique de déstabiliser l'est du pays pour que les ressources minières qui sont là-bas soient plutôt utilisées
de manière non traçable au prix du sang des Congolais. Alors, on doit dire aussi que Paul Kagame a quand même boycotté la RDC carrément parce qu'il ne s'est même pas présenté. Il pouvait aussi se présenter à cette rencontre et peut-être refuser de signer cet accord de paix. Comment on peut comprendre ces boycotts, le fait qu'il ne se soit pas présenté? Mais il a compris, la position de la RDC a toujours été claire. Nous ne pouvons pas discuter avec le M23 parce que le M23 n'est que la partie visible. Mais la partie invisible, la vraie partie, c'est le Rwanda. Et en posant cette condition-là, de signer l'accord avec, d'abord de discuter avec le M23, et par la suite venir faire un accord avec le Rwanda savait naturellement que notre pays n'allait pas aller dans ce sens-là. Pour autant, si le M23 fait la guerre, il y a sans doute des armes qui sont utilisées, il y a des munitions, il y a toute une organisation qui est mise en place et nous savons naturellement que ces gens ne peuvent pas avoir les munitions, les armes et les hommes, parce qu'on a vu à un moment donné plus de 4000 hommes venant du Rwanda traversant les frontières pour venir soutenir certains éléments du M23. Donc c'était une condition naturellement bien agencée pour éviter à tout prix qu'un accord soit trouvé. Et dans ce cas, on doit dire que la République démocratique du Congo est finalement condamnée au dialogue parce que l'accord de paix n'a pas été trouvé. Qu'est-ce que la RDC va faire? Vous savez, en date du 13 juin de cette année, nous avons fait une conférence de presse et nous avons essayé de donner notre point de vue en ce qui concerne évidemment cette crise sécuritaire à l'est du pays. Pour nous, il n'y a que 3 solutions. La première solution, c'est donner des moyens conséquents, matériels à notre armée. Et parlant de ces moyens, nous soutenons ce qu'on appelle la programmation militaire. Ça, c'est la première solution que nous donnons. Le deuxième moyen pour nous, c'est la lecture des observations de ce qu'est la Douma, qui est le Parlement russe, des observations qui ont été envoyées à notre chambre basse pour la mise en place d'un accord militaire. Nous avions demandé lors de ce point de presse que nos députés nationaux et surtout ceux qui viennent d'arriver, qui sont de jeunes patriotes et nationalistes, de voir dans quelle mesure faire la lecture profonde de cette coopération militaire pour que les puissances qui sont désireuses de nous aider puissent travailler avec nous main dans la main pour faire face à certaines puissances hégémoniques. Parce que le Rwanda, il y a aussi derrière le Rwanda certaines puissances. Il faut la mutualisation de forces. Oui, évidemment. Mais c'est déjà ce qui s'est fait aussi dans l'Est avec d'autres forces africaines qui appuient les forces armées pour lutter contre l'insécurité. Nous sommes pas, en fait, nous sommes dans une autre proposition. Quand je parle de la proposition de faire la lecture de ce qui est l'accord proposé par la Douma, c'est créer une sorte de force qui fait face à certaines forces hégémoniques qui lorgnent sur nos matières premières, principalement les cobaltes, parce que ça c'est la guerre du cobalt. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui la RDC signe un accord militaire qui s'accompagne avec un accord de gestion, par exemple, de ressources minières avec une entreprise russe, et que cette entreprise russe devait s'installer à l'est de notre pays. Vous pensez que la guerre va continuer à l'est du pays? Je ne crois pas. Et c'est pourquoi nous avons d'ailleurs condamné cet accord qui a été signé, ce protocole d'accord qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne dans le cadre de ce qu'on appelle la chaîne de valeur de minerais. Un pays qui n'a pas de minerais signe un accord avec l'Union européenne pour faire la chaîne de valeur de minerais. Donc on comprend nettement qu'il y a une sorte de complot qui ne dit pas son mot, qui ne dit pas son nom, mais qui s'organise à pouvoir déstabiliser le Congo. Et donc le Congo doit ne pas se fermer à toute idée de travailler avec d'autres puissances qui peuvent nous aider à faire face à cela. Donc la programmation militaire, la possibilité de signer des accords militaires avec certaines puissances désireuses de nous aider, mais la troisième proposition que nous avons suggérée lors de ce point de presse, c'était la possibilité
de créer un courant nationaliste dans le pays où on forme les élèves après le bac à l'armée, aux notions de l'armée, aux notions de la défense du pays. Parce que nous croyons qu'au-delà du fait que nous espérons que nous ne pouvons pas fermer totalement la porte à la diplomatie, mais qu'il nous faut nous organiser militairement pour protéger le pays. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez aussi mettre un mot, puisque par rapport à cette annulation, cette rencontre qui n'a pas eu lieu, il y a quand même une certaine opinion qui estime que le président Tshisekedi ne devrait pas aussi se présenter, puisque au regard de ce qui a été déjà constaté lors de la réunion préparatoire avec les ministres sectoriels, cette proposition du Rwanda a été déjà soulevée. Moi, personnellement, et je pense que le président s'est déplacé pour honorer sa parole, mais surtout pour prouver à la face du monde l'évidence de la mauvaise foi manifeste de Kagame à travailler pour construire la paix dans la région et en Afrique. Voilà. Je pense que le chef de l'État, pour moi... C'était une stratégie aussi diplomatique. Je ne pourrais pas dire que c'est ce qui a été pris comme stratégie, mais je pense que, pour ma part, ça a été une belle stratégie d'aller se présenter à cette rencontre pour prouver à la face du monde que nous voulons travailler pour la paix et que Kagame veut que l'Afrique, au niveau central, mais aussi de manière générale, parce que le cœur de l'Afrique, quand le cœur de l'Afrique ne bouge pas suffisamment comme il faut, c'est l'Afrique entière qui est malade. Alors, Monsieur Luboya, parce qu'on parle justement de cette situation sécuritaire dans l'Est du pays, il faut contextualiser aussi le fait que cette tripartite s'organisait aussi dans les cadres du processus de Luanda, avec comme facilitateur le président angolais Joao Lourenço, qui avait d'ailleurs lancé cette invitation à ses deux homologues, alors que visiblement cet accord de paix n'a pas été signé. Quel crédit on doit encore donner à ce processus de Luanda? Vous savez, nous sommes du centre-gauche, nous, la conscience nationale. Nous avons plus un élan nationaliste où nous pensons que les véritables solutions de notre pays se trouvent à l'intérieur de notre propre pays. Mais cela ne ferme pas la porte à d'autres propositions extérieures. Pour moi, ce processus de Luanda a montré ses faiblesses. A montré ses faiblesses, ce n'est pas parce que les acteurs qui sont là-bas sont faibles, justement parce qu'il y a parmi ces acteurs quelqu'un qui est manifestement organisé pour s'opposer à ce que l'accord aboutisse. Et c'est ici l'occasion de dire aussi que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'hypocrisie. Puisqu'il y a de communiqués documentés, puisqu'il y a des rapports approuvés, de l'implication réelle du Rwanda derrière ce qui se passe dans notre pays. Nous pensons que l'ère des discours, des condamnations, l'ère des analyses doit pouvoir cesser pour passer à une autre étape. L'étape, évidemment, des sanctions que nous suggérons aux organisations pour lesquelles nous avons encore une certaine ambiance de convivialité. Nous pensons que ces associations internationales, comme l'Union européenne, comme d'autres organisations, devraient plutôt passer à l'étape de sanctionner les responsables rwandais qui travaillent pour la déstabilisation de notre pays, mais aussi de l'Afrique de manière générale. Vous pensez qu'il faudrait mettre fin à ce processus de Luanda? Il faut se désolidariser de ce processus? Mais il a montré ses faiblesses jusque-là. Je ne peux pas dire automatiquement qu'il faut mettre fin à cela. Je pense que le chef de l'État a toujours eu, d'un côté, un bras de sévérité dans ce qu'il a toujours prôné, c'est-à-dire protéger le Congo. Mais il a toujours eu aussi ce bras d'ouverture au dialogue. Et je pense que ces deux choses pourront toujours le motiver, le guider dans son action politique pour le bien
et pour la stabilité de notre pays. Au départ, quand vous avez commencé à parler, vous avez déploré en quelque sorte ce que vous qualifiez comme d'hypocrisie de la part de la communauté internationale. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes par rapport à la communauté internationale après ce tableau que vient de nous offrir le Rwanda? La première chose, nous voulons que cessent désormais des discours vides de sens. Nous condamnons ce qui s'est passé, nous condamnons ça, nous condamnons ceci. On ne peut pas faire ce qu'on appelle une politique de double standard. Nous avons dans ce monde une crise qui se passe au niveau de l'Ukraine et nous voyons naturellement comment la communauté internationale se comporte face à cette crise. Nous voudrions évidemment qu'il n'y ait pas cette politique de double standard. Ces propos parfois honteux simplement, de s'arrêter à condamner et à ne pas mener des actions réelles, des sanctions. Donc nous voudrons que la communauté internationale aille un peu plus loin que les condamnations. Mais nous ne comptons pas simplement sur la communauté internationale pour les sanctions. Nous disons également que nous faisons des propositions à notre propre pays, de s'organiser militairement pour protéger l'intégrité territoriale, et nous félicitons le gouvernement avec le programme de la programmation militaire. Nous sollicitons également que nous allions plus loin à travailler avec des puissances qui sont désireuses de notre pays pour faire face à certaines puissances hégémoniques qui sont derrière le Rwanda. Mais nous disons également qu'il faut mettre en place une politique nationale de protection basée sur l'élan nationaliste en formant nos enfants qui terminent à l'esprit de l'armée et de la protection du pays. Alors parce que vous insistez justement sur des solutions internes, vous avez parlé de la question de la programmation militaire, former l'élite de demain sur la défense du territoire national, mais aujourd'hui on se rend compte que visiblement par rapport à cette situation avec le Rwanda qui agresse la RDC, apparemment la diplomatie n'a pas été aussi agissante. Non, la diplomatie a été agissante. Il y a un problème de mauvaise foi de quelqu'un, d'un belliquet, d'un criminel. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, arrive au pouvoir. Il mène toutes les démarches d'abord pour faire en sorte que le pays voisin, qui sont frontaliers à nous, puisse vivre dans une certaine harmonie avec la République démocratique du Congo. Autant de voyages et autant de propositions pour que chacun puisse vivre dans la paix à côté de l'autre. On a vu les propositions sur la joint venture. Je vous ai parlé de la possibilité d'annuler la double taxation avec l'imposition. Je vous ai parlé de la possibilité de créer un marché d'investissement au niveau de l'Afrique centrale. Avec Paul Kagame, la possibilité de travailler pour la traçabilité de matières premières pour éviter que ces matières premières soient des matières premières qui échappent au contrôle de la République démocratique du Congo, au prix du sang, au prix des viols, au prix de pillage. Mais nous avons vu que toutes ces démarches, toutes ces actions menées ont échoué à cause du fait que le belliquet Kagame a toujours voulu faire cette politique expansionniste vers notre pays, mais aussi une politique de gestion non traçable de nos ressources minières, parce que ces forces armées qui sont des forces rebelles à l'est du pays travaillent évidemment dans l'extraction de mines et envoient ces mines vers le Rwanda qui les importe, alors que nous savons nous tous que le Rwanda n'a pas de minerais. C'est ce que nous disons. Il faut absolument qu'en interne nous puissions prendre des mesures conséquentes pour protéger l'intégrité du pays, travailler avec des puissances désireuses qui peuvent nous aider à pouvoir faire face à des puissances hégémoniques qui sont derrière le Rwanda également, parce que le Rwanda aussi, parce que le Rwanda est là, il est derrière le M23, mais derrière le Rwanda, il y a d'autres réalités beaucoup plus importantes, beaucoup plus masquées, des réalités que nous devons pouvoir traiter avec une certaine intelligence pour que la République démocratique du Congo retrouve sa stabilité. Ne craignez-vous pas que le fait que la RDC aujourd'hui dignette au dialogue avec le mouvement terroriste, le fait d'insister, de refuser à pouvoir dialoguer, peut avoir de conséquences désastreuses pour justement cette partie du pays? Vous donnez un exemple, quelle action désastreuse? Parce que quand on persiste, on ne veut pas dialoguer, entre-temps la situation sur le terrain ne s'améliore pas, on fait quoi?
Nous allons On passer à dialogue l'étape. pas, on Nous allons. continue à faire de messages de condamnation ou bien on fait quoi concrètement? Nous sommes un pays souverain. Viendra le moment où nous dirons niet, c'est terminé. Et ce moment va arriver peut-être très bientôt. Vous pensez que la RDC est prête à faire la guerre carrément au Rwanda parce que vous avez dit qu'il a le plan diplomatique, sur le plan diplomatique, le chef de l'État a montré sa bonne volonté à travers, il a laissé assez de temps. En ce moment, au regard de tout ce que nous venons de voir, ce que le monde entier a vu, est-ce que vous pensez que la RDC devrait carrément passer à la force? Je ne dis pas automatiquement qu'il faut passer par la force. La voie diplomatique a toujours été une voie, même pendant la guerre. La voie diplomatique reste toujours présente. On le voit partout dans le monde. Mais j'ai dit en même temps que notre pays peut utiliser la force pour imposer les choses sur son territoire national. Messieurs Loué, avant de passer à la prochaine thématique sur cette question de l'adresse du chef de l'État, nous avons suivi tout ce que vous avez dit, tout est clair. On a la réalité en face de nous. Il n'y a pas eu la signature de cet accord de paix tant attendu. La RDC a manifesté sa volonté. Kigali a décidé justement de boycotter les efforts des autres, comme vous l'avez dit tantôt. Après cette étape, après ce qui s'est passé, quelle attitude doit adopter la République démocratique du Congo, ou encore mieux, quelles sont les actions que doivent mener la RDC après ce report ou encore cette annulation? Mais moi, je pense qu'il y a des stratégies militaires qui seront prises, évidemment, qui ne peuvent pas être dévoilées ici, sur un plateau de télé. Mais je pense qu'il faut jouer sur la carte de responsabilité en interne. Il faut jouer sur la carte de notre propre fierté en tant que nation. Il faut jouer sur la carte de la possibilité de nous ouvrir vers les autres forces qui peuvent aider notre pays à pouvoir résorber cette problématique de la crise à l'est de notre pays. Voilà comment je vois les choses. Alors, on va passer à la deuxième thématique, mesdames, messieurs. On va commenter aussi cette adresse à la nation du chef de l'État, qui reste aussi tout de même d'actualité parce que le président de la République a évoqué tous les aspects de la vie nationale, de la politique, économie, santé, le social. Tous les secteurs ont été touchés. Vous avez suivi cette adresse à la nation, où le chef de l'État a même réitéré encore sa ferme volonté de pouvoir mettre fin à l'insécurité dans la partie est du pays, mais de manière globale, par rapport à tout ce que vous avez suivi, un commentaire. Un discours majestueux, plein d'espoir, et je me suis donné la peine de faire une sorte de comparaison dans mon approche d'analyse depuis que nous avons eu la Constitution de 2006, les différents discours qui ont été prononcés. Ces discours ont été percutants, profonds, au sens qu'ils n'apportent pas simplement des analyses, mais surtout des éléments que je pourrais dire de vérification, en termes de facteurs, des indicateurs sur ce qui a été réalisé. Il faut dire que l'économie mondiale actuelle connaît des secousses. Nous avons alors des problèmes que nous appelons des défis globaux qui sont là. Nous avons des défis locaux et nous avons eu des problèmes de tensions géopolitiques. Le gouvernement a été installé en juin 2024, donc le 12 juin, investi par le Parlement. Donc nous avons eu normalement que 6 mois. L'État sur la nation, c'est un état délié sur 12 mois normalement. Donc sur 6 mois maximum, les réalisations ont été des réalisations significatives dans tous les domaines. Et donc la RDC a fait preuve, ce que moi j'appelle, et les chefs de l'État l'ont dit, de résilience. Sur le plan de la gouvernance, sur le plan des finances publiques, sur le plan de numérique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur donc tous les secteurs de la vie nationale, le chef de l'État a apporté véritablement des indicateurs chiffrés de ce qui a été fait. Nous prenons un exemple. Le fait que le gouvernement a mis en place une politique de bonne gouvernance de nos finances publiques, nous avons pu dégager des fonds qui ont permis au pays, évidemment, de réaliser ce que nous appelons de projets structurants. Il y a eu des entreprises qui ont été mises en place avec des financements qui sont allés à 53 millions, même jusqu'à 930 millions.
Nous prenons par exemple ce qui s'est passé dans la zone économique de Maluku, les entreprises qui sont créées là-bas. Nous avons vu par exemple la société Pepsi. Nous avons vu par exemple à Kipushi la relance de la société des Indes. Cette société est comme on pourrait considérer aujourd'hui comme une des sociétés les plus modernes du monde et les sociétés plus assises au niveau de l'Afrique. Il y a autant de réalisations dont les Congolais parfois ne sont pas informés, tellement que le pays est vaste. Sur le plan de l'énergie, le chef de l'État a avancé des chiffres qui sont des chiffres qui peuvent être donc vérifiés sur l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en électricité. Donc, si nous nous mettons ici à faire l'analyse de tout ce discours de 38 pages, nous aurons une émission d'à peu près 2 heures, 4 heures du temps. Et donc, nous saluons ces avancées. Évidemment, quand je suis les gens à la télévision, ils disent il y a C'est encore... du déjà entendu? Non, il n'y a pas du déjà entendu parce que c'est un discours assez exceptionnel. Ils disent mais il y a encore de la souffrance en présence. Mais vous savez, quand vous êtes dans un trou et que le trou a une certaine distance pour en ressortir, tant que vous n'êtes pas sorti, l'effort qui est fait de vous mettre déjà au milieu de la distance, vous ne voyez pas, vous dites, vous êtes encore dans un trou, mais l'effort a été déjà fourni, les efforts donc sont fournis. Il y a bien d'autres choses en termes de perspectives qui seront réalisées peut-être au premier semestre, au premier trimestre de l'année prochaine, et donc nous verrons suffisamment de solutions qui vont se manifester, par exemple sur le prix sur le marché, le fait qu'on ait abandonné certaines taxations, il y aura évidemment de retombées. Le fait qu'on ait soutenu des produits pétroliers, il y aura évidemment de retombées. Et donc, nous disons que le pays avance et que l'avenir du Congo est radieux. Alors, j'aimerais que nous, parce que vous avez dit c'est un discours de près de 38 ou 39 pages pratiquement, moi j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur la sécurité par exemple, parce que nous venons tout à l'heure de parler de cette question de l'Est du pays. Quels sont aujourd'hui les signaux forts qui sont visibles par rapport, si on doit faire l'état des lieux, justement, comme vous l'avez dit, pendant les 12 mois. C'est vrai que le gouvernement a commencé à travailler à peine 6 mois, mais si on doit faire un état des lieux, quels sont les signaux forts qui sont aujourd'hui visibles sur le plan de la sécurité? Je ne peux même pas dire la plus grande réalisation jusque-là, c'est l'opérationnalisation de la programmation militaire. Et ça veut dire de moyens, de formation pour pouvoir faire face à la question sécuritaire à l'est du pays. Et ça, nous saluons. Évidemment, et nous encourageons que nous puissions continuer dans cet élan à soutenir nos forces armées en leur donnant des moyens conséquents pour faire face à cette problématique d'intégrité territoriale. Et justement, il y a aussi cette question de l'état de siège, parce qu'on parle de l'évaluation, cette mesure qui n'est fait qu'être prorogée. Est-ce que aussi cette mesure exceptionnelle a montré de bons résultats? Oui, il y a de résultats quand même tangibles qui sont faits. Les gens ont toujours voulu donner l'impression que rien ne marche. Il se développe toujours parmi certaines puissances obscures, parce qu'il faut dire que dans notre pays, il y a des gens qui travaillent pour les puissances obscures. Ils sont congolais, mais ils sont en connivence avec des puissances obscures. Et ces gens s'organisent évidemment à mettre en place un discours de défaite, un discours que rien ne marche, un discours en fait anti-tshisekidiste. Donc, focalisé sur la personne du chef de l'État. Et pourtant, il y a nettement une évolution comparativement à ce qui a été bien avant l'état des sièges. Mais aujourd'hui, il y a les députés de cette partie qui ne reconnaissent pas justement ces résultats dont vous parlez. Ils demandent carrément qu'on puisse lever cette mesure et laisser la place aux civils au niveau de la tête de province. Mais je vous informe que c'est le Parlement qui vote à chaque fois la prorogation. À l'absence des députés, souvent ils boycottent les séances plénières irrelatives. Ces députés qui sont de l'Est, ils sont combien? Qui sont à l'Est, qui boycottent comparativement au nombre de tous les députés de l'Est. Je pense que quand on est dans une démocratie, il faut ne pas penser, il faut absolument savoir qu'il n'y a pas toujours ce qu'on appelle l'unanimité.
il y a toujours des forces qui s'organisent à refuser ce qui est fait. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est démocratique. Mais le plus important, c'est qu'à chaque fois que nous avons ce débat sur la prolongation de l'état des sièges, il y a des députés qui siègent et ça passe au niveau du Parlement. Ce n'est pas imposé. Donc c'est de manière démocratique que cette question est traitée au niveau du Parlement. Alors dans son adresse, le chef de l'État a aussi parlé de la question de la criminalité urbaine, si on peut le dire comme ça, le banditisme urbain. Déjà en place, il y a des mesures qui ont été prises par le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec l'opération qui a été lancée justement pour traquer les koulouna de procès qui seront organisés. À l'issue de procès, ils seront condamnés à la peine de mort et selon le ministre d'État à la Justice, cette peine de mort sera même exécutée, appliquée. Comment vous voyez cela? Est-ce qu'il faudrait arriver à une telle extrémité, si on peut le dire comme ça? Donc, ceux qui tuent les gens, ils ne sont pas encore arrivés à l'extrémité. Ceux qui tuent les gens dans la cité, comment vous pouvez imaginer qu'un monsieur qui n'a pas étudié, qui n'a pas à donner quelque chose comme valeur ajoutée au pays, puisse tuer un magistrat, un avocat, puisse tuer un homme politique, puisse tuer un grand commerçant de notre pays, un homme d'affaires qui peut donner de l'emploi? Non. Je pense que nous saluons cette politique de pouvoir avoir une certaine sévérité dans la gestion de la sécurité urbaine. Et les parents doivent pouvoir jouer un rôle de conseiller leurs enfants. Parce que vous revenez de la prison, on vous réveille à la maison et vous continuez à tuer les gens. Mais et vous pensez qu'on va vous laisser. Non. Mais la plupart se plaignent justement que les conditions sociales ne sont pas aussi faciles que ça et que souvent les parents ne savent pas aussi comment s'occuper des enfants, comment subvenir à leurs besoins. Peut-être il faudrait penser à la formation professionnelle, avoir beaucoup de centres de formation pour cette catégorie de la jeunesse. Rien ne peut justifier que quelqu'un ôte la vie à quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas mangé. Rien ne peut justifier cela. La vie est sacrée et cela est bien organisé dans la Constitution. Donc, personne ne peut ôter la vie à quelqu'un parce qu'il a faim. Mais seulement, parce que vous parlez de la question de l'emploi, mais le chef de l'État a pris 6 engagements principaux. Et parmi ces engagements, c'est la création de l'emploi. La création de l'emploi, évidemment, nous sommes en phase, évidemment, de mettre en place ces engagements pendant ce que j'appelle le quinquennat avec le programme d'action de 5 ans, c'est-à-dire 2024-2028. Il y aura eu la création de l'emploi et les gens auront l'emploi. Mais avant que nous ayons de l'emploi, nous devons pouvoir sécuriser nos villes, sécuriser les personnes, leurs biens. La personne qui ôte la vie à quelqu'un, moi je pense qu'on ne doit pas être tendre. Vous pensez qu'il faut appliquer cette mesure, comme l'a dit le ministre d'État? Si quelqu'un est jugé et il est trouvé responsable de ce qui lui est reproché, je pense qu'il n'y a pas de tendresse à cela. Mais on se plaint que notre appareil judiciaire est malade. Vous ne craignez pas qu'il y ait des bavures dans ce cas-là? Vous savez, on dit que la justice est malade, mais il y a eu aussi des travaux des États généraux de la justice. Je pense que le chef de l'État, lors de son adresse à la nation, il a réitéré son engagement à pouvoir travailler pour l'application de tout ce qui a été pris comme résolution. Et donc, nous n'allons pas toujours continuer à dire que la justice est malade. À un certain moment, lorsque les mesures seront appliquées dans le cadre de ce qui a été pris comme résolution, nous allons avoir une justice forte qui est capable de pouvoir travailler pour le bien-être de tout le Congolais. Alors, il nous reste quelques minutes avant de pouvoir vous laisser pouvoir résumer les deux thématiques. Mais est-ce que vous pensez que, au regard de tout ce qui se fait comme critique par rapport à ce discours sur l'état de la nation, est-ce que vous pensez que dans le fond, tout comme dans les fonds, disons dans le fond, est-ce que vous pensez que le président de la République a rencontré justement les attentes de la population? Vous savez, il faut d'abord qu'on commence à définir ce que c'est que les discours sur l'état de la nation. Je vais quand même répondre à certaines personnes de mauvaise foi. Je lu, parce que je suivis les gens du FCC, les gens qui sont dans l'opposition, les gens qui n'ont pas encore géré comme le Fayoulou,
Je m'en manque un peu parce qu'ils n'ont pas encore les notions de l'État. On peut avoir les notions dans le livre, etc. Mais gérer l'État, il y a des notions qu'on rencontre en gérant l'État. Mais je prends l'exemple de ceux qui ont été au pouvoir, ceux qui ont géré. Je lis les différents discours qui ont été prononcés lors du Congrès. Donc, Assemblée nationale et Sénat réunis pour écouter l'audition du discours du chef de l'État. Je lis des discours philosophiques, sans chiffres, sans indicateurs, sans perspective. Et lorsqu'on dit que le discours sur l'état de la nation ne peut être suivi d'aucun débat, pourquoi? Pourquoi on lui dit en réalité? Parce que c'est un discours où on vient dire ce qui a été réalisé. Et ce qui a été réalisé peut être vérifié. Ici, le chef de l'État nous a dit ce qu'il a réalisé pendant 6 mois, mais en parlant d'une année. Est-ce que nous pouvons vérifier cela? Oui, nous pouvons le vérifier. Et pour moi, donc, il n'y a pas à dire qu'il a rencontré parce qu'il a fait la aussi, population. il a fait aussi de promesses, il a aussi projeté justement la prochaine année. Oui, évidemment, vous savez aussi, il y a des gens qui ont dit que comment il fait des projections pour la nouvelle année? Nous parlons de cette année. Non, un discours a toujours ses parties. Un discours se compose toujours d'une certaine manière. On dit toujours ce qu'on a fait et on dit comment on va le finir. Je ne peux pas dire que je ne peux pas, par exemple, être un médecin et vous dire que madame, je vous ai soigné, vous souffriez de telles choses. Maintenant, pendant que vous n'êtes pas totalement guéri, je vous dis, je vous ai donné ces médicaments. Et après, bon, je vous dis ce qui ne va pas arriver par la suite. Non, je vous dis toujours, je vous ai donné ce médicament, voilà ce qui va arriver par la suite. Donc, c'est ça un discours. Un discours, c'est ce qu'on a réalisé. Et si on n'a pas tout terminé, on fait des projections en termes de perspectives d'avenir. Alors, Monsieur Mathieu Luboya, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons parlé de 2 thématiques. On a parlé de l'annulation de cette réunion tripartite au niveau de Luanda. Nous avons aussi commenté un tout petit peu cette adresse à la nation du chef de l'État. En résumé, les téléspectateurs qui vous suivent, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra qui est juste devant vous. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur vos analyses par rapport à ces 2 thématiques? Sur l'accord de Luanda, nous l'avons toujours dit, nous la conscience nationale, que le belliqué, le criminel Paul Kagame ne pourra jamais travailler pour que nous arrivions à un accord. Nous félicitons le chef de l'État d'avoir répondu à l'appel de son homologue angolais. Nous pensons que cette stratégie prouve à suffisance la mauvaise foi, avec certitude, de M. Paul Kagame à travailler pour la déstabilisation, non simplement de notre pays, mais de l'Afrique. Nous en appelons aussi à la responsabilité de la communauté internationale, qui ne doit pas simplement s'arrêter à condamner, mais aller plus loin par les sanctions, en refusant ce que nous appelons la politique de double standard. Nous en appelons également à notre pays à pouvoir prendre ce que nous proposons comme stratégie, en mettant en place une politique nationale qui travaille pour un nationalisme tourné vers la formation militaire de nos enfants quand ils terminent leur bac, mais en travaillant également avec d'autres puissances désireuses d'aider notre pays à pouvoir en découdre avec cette crise à l'est du pays, parce que nous estimons que derrière le Rwanda, il y a des puissances hégémoniques qui lorgnent sur nos richesses. Mais aussi, nous félicitons le gouvernement dans sa politique d'opérationnalisation de la mise en place de la programmation militaire. Voilà ce que nous pouvons dire sur la question de la sécurité. Sur la question de la politique du pays, en ce qui concerne évidemment l'audition du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, nous disons que ce discours a été au rendez-vous, non simplement en termes des indicateurs qui ont été donnés sur ce qui a été réalisé, pas pendant une année, mais pendant 6 mois après la mise en place du gouvernement, mais aussi en termes des perspectives d'avenir juste au début de l'année 2025. Aux Congolais, nous continuons à vous dire de croire en notre pays et de travailler pour faire ombrage et surtout faire obstacle à toutes les puissances obscures qui travaillent contre notre pays.
Alors, mesdames, messieurs, ça sera donc tout pour Six Politique d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Mathieu Luboya, président national de la Conscience nationale CONA. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine chez vous. On va se retrouver comme ça prochainement pour un nouveau numéro. Ça sera avec le même plaisir.